annoncé par le Conseil constitutionnel, par rapport au taux annoncé par le président, l'ex-président de la Commission électorale indépendante, on a donc 10%, qui représente, comme vous l'avez dit, 600 000 voix qu'on a essayé de diluer par des votes multiples. Donc cette fébrilité, c'est plus simplement par le fait que nous savons que cette élection se jouait forcément à Abidjan. Abidjan étant la région où le président Gbagbo a gagné près de 900 000 voix. Abidjan représente 30% du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Et parmi ces 30%, on a à peu près 17 à 18% de primo-votants, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 20 ans. Donc, cette élection a été gagnée d'ici à Abidjan déjà par le président Gbagbo. Je ne parle même pas des autres régions. Donc, le RHDP et son candidat, fébrile, ayant peur de cette défaite-là, ont pensé qu'il fallait donc faire en sorte que ces chiffres qui sortent puissent partir donc à l'étranger et faire en sorte de se déclarer vainqueur avec un taux factice. Mais toujours est-il que le taux que nous devons peut-être retenir, c'est le taux qui a été donné par le Conseil constitutionnel, qui est de 70%. Mais le taux donné par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui, selon vous, justifie la légitimité de ce taux? Mais c'est simple, nous sommes dans une constitution, nous avons notre constitution note quelque part que nos institutions fonctionnent. Hein? Et vous savez que qu'on appelle ça, la Commission électorale indépendante est une structure administrative. Donc elle ne peut pas juger, n'est-ce pas? Elle ne peut pas juger, alors que le Conseil constitutionnel a le droit de juger. Donc c'est l'auteur de la chose jugée qui donne une certaine légitimité au taux qui a été donné par le Conseil constitutionnel. D'accord, on va continuer, mais sur la question du taux de la crédibilité de ces taux de participation, voici ce que pensent les Ivoiriens que nous avons approchés dans la rue. On avait une idée précise de ceux qui sont allés voter au premier tour. Au deuxième tour, mais on n'avait pas une lisibilité claire parce que ce n'était pas dans les mêmes conditions que les différents votes ont eu lieu. Le taux de participation est de 70%. Et ce taux-là reflète la réalité. Tandis que quand on prend le taux de participation de Youssouf Bakayoko à l'hôtel du Golfe, qui est 81%, ça permet de donner les 54% de victoire à Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on n'a pas voté et ça justifie le taux du candidat Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi on a 81% qui est semblable au taux du premier tour qui est 83%. C'est une manipulation simplement. Ce n'est pas crédible pour la simple raison que le taux d'inscrits étant inférieur au taux de votants, mais naturellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. J'aurais voulu que la CEI annonce d'abord les différents résultats dans les différentes régions. À partir de là, chacun de nous allait avoir une estimation de tous les résultats. Donc on pouvait faire un pourcentage national ensemble. Mais on ne peut pas se mettre quelque part et puis annoncer du coup un pourcentage alors qu'on n'a pas encore tous les résultats dans les différentes régions. Quand tu vois le Conseil constitutionnel, avant d'abord d'annoncer le taux de participation qui est à 71%, il a d'abord donné les résultats détail par détail, région par région. Si le Conseil constitutionnel a annoncé un taux et que la Commission électorale a annoncé un taux, considérant que la Commission électorale est un organe temporaire qui est institué juste pour une affaire bien précise, j'accorde plus de crédit à l'organe institutionnel qui est en fait l'organe juridique habilité à pouvoir finaliser et accomplir la chose. Même l'ONU, même les rapporteurs de l'Union européenne, comme les rapporteurs africains, ont reconnu qu'au deuxième tour, la participation n'était pas aussi massive. C'est pour cela que je dis que 81%, ce n'est pas logique. 70%, c'est vraisemblable et c'est très logique. Et c'est la décision du Conseil constitutionnel. Alors, honorable, a-t-on déjà vu, lors d'une élection, un taux varié à ce point-là? Un taux de participation? Je crois que des mémoires de citoyens, c'est la première fois que je vois ça. Donc je reviens pour dire que tout ce qu'on a entendu, tout ce que les Ivoiriens viennent de dire dans l'élément, sont la preuve qu'il y a de la manipulation. Et que véritablement, et je voudrais dire aussi au passage que ce taux qui a été donné par le président de la Commission électorale indépendante, c'était un taux dans lequel on ne faisait pas ressortir les bulletins nuls. Surprise, donc, dans une partie de la Côte d'Ivoire, subitement, tout le monde ne se trompe pas, on vote correctement, même les intellectuels se trompent, donc tout le monde vote correctement, on n'a pas de bulletin nul. Donc il y a de la manipulation, et je pense que
donc je dis que c'est la première fois de mémoire du citoyen que je vois ce genre de changement. Et c'est dû certainement, je répète, à la fébrilité de ceux aujourd'hui qui sont proclamés vainqueurs. La requête déposée par le candidat de la majorité présidentielle à la CEI puis au Conseil constitutionnel indique que dans plusieurs bureaux de vote, notamment dans les zones centre, nord et ouest, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Peut-on parler de bourrage des urnes dans ce cas-là, comme on a entendu le... Bon, à cet effet, je voudrais que vous me permettiez, n'est-ce pas, de parler un peu des chiffres. Si vous me permettez de parler des chiffres, parce que le bourrage ne peut s'expliquer que par les chiffres. J'ai parlé de fébrilité, j'ai parlé de la zone d'Abidjan. Et je voudrais dire que dans ces zones, dans le Ourodougou, le Dengue, les Savanes et le Bafing, que j'ai relevé, le président Babo n'a jamais gagné dans ces zones. Je prends les chiffres. Au premier tour, par exemple, il avait 6,94. Au deuxième, il avait 5,31. Au Denguele, il avait 2,56. Au deuxième tour, il avait 2,76. Le Savane, il avait 6,50. Et puis au deuxième tour, il avait 6,45. Seulement, à l'exception du Bafing, où il a eu un net accroissement. Donc, il est parti de 15,87 à 17%. Pourquoi j'ai relevé ça? Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on doit comprendre que la victoire du RHDP était déjà dessinée. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on trouve ces chiffres, de gonflement des chiffres. Donc, c'est fait à dessein pour pouvoir prendre une victoire qu'ils avaient déjà perdue. Véritablement, quand on prend les taux du candidat du RHDP, il est à 94% au deuxième tour dans le Ourodougou, à 97% dans le Denguele, à 93% dans les Savanes et à 82% dans le Bafing. Donc la raison est toute simple. À partir de ce moment-là, comme je dis, ils étaient obligés de faire de la manipulation pour pouvoir avoir ce chiffre dont on a parlé plus haut, de 600 000, qu'on a donc dilué avec de doubles votations et tout ça, pour pouvoir atteindre ce chiffre de 54% qui déclarait Alassane Ouattara vainqueur. À propos de ce cas de fraude électorale qui ont entaché la crédibilité du scrutin dans certaines localités, je propose qu'on regarde ensemble ce document réalisé par notre confrère Mambo Abe de la rédaction de la première chaîne de la RTI. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'était un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. L'ensemble de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat le docteur Alassane Dramane Ouattara en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Honorable député, quel commentaire de ce que vous venez d'entendre et de voir? Bon, je pense que le commentaire, c'est ce que je viens de faire plus haut, c'est-à-dire qu'il y avait une envie délibérée véritablement de voler la victoire au président Laurent Gbagbo. Parce que, d'ailleurs, à l'annonce des résultats par la commission électorale indépendante, on n'a pas parlé de bulletin nul. Et l'élément qu'on vient de voir montre à souhait
que les chiffres ont été manipulés. Et je voudrais aussi dire au passage que la majorité présidentielle dans cette région, dans ces régions-là, avait mis un dispositif certainement qui a dû gêner le RHDP qui voulait absolument faire de la manipulation. Parce que ce dispositif devait permettre au LMP d'améliorer un tant soit peu ses taux dans ces régions. Parce que, rappelez-vous, je vous ai donné les taux tout à l'heure, là, au premier tour, les taux étaient très bas, donc c'était dans le but d'améliorer un tant soit peu, parce qu'en sachant très bien que dans ces zones-là, le RHDP était majoritaire. Donc je pense honnêtement pour moi que la manipulation elle était évidente, et je crois que ça sautait aussi les observateurs, et nous sommes tous unanimes à reconnaître que cela a été un peu à la base de ce que nous remarquons aujourd'hui. Peut-on mettre dans le tableau des hypothèses que le PDC-RDA aurait été victime de ce même phénomène de fraude électorale lors du premier tour? Parce qu'on a compris que le PDCI s'était plaint. Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez que le PDCI, c'est le parti cinquantenaire. Et quand on prend la carte électorale de la Côte d'Ivoire, jusqu'à cette élection, nous parlons de majorité et sociologique, mais c'est que la population elle est dynamique, la population électorale aussi est dynamique. Et je pense que nous, le RDA allait chasser sur le terrain du PDC-RDA. Le Nord était acquis à notre cause. Et vous savez que le Nord, à partir du moment où on n'a pas la sécurité, à partir du moment où les préfets n'avaient pas, n'est-ce pas, les prérogatives qui étaient les leurs, et donc les forces nouvelles ayant pignon sur rue, c'est tout à fait normal que dans cette zone-là, le vote a été donc favorable au RDR, ce qui explique que le PDC vraiment a été victime de cette manipulation. Alors comment comprendre? Parce que comment comprendre qu'à l'issue du premier tour, si le PDC-RDA a été victime de ce phénomène de fraude électorale, que visiblement vous prenez pour auteur le RDR, on peut le dire les forces nouvelles, comment comprendre que le président du PDC-RDA ait appelé à voter le candidat du Rassemblement des Républicains? Bon, ça on peut le mettre dans le cadre du RHDP, de cette alliance que moi je qualifie d'alliance de dupes. Et je pense que c'est une structure hybride où les gens, c'est pour des raisons opportunistes que cela a été créé. Et si le président Bédié a demandé à voter, c'était pour être conforme à ce qui avait été dit avant, à la création, n'est-ce pas, à la naissance de cette structure-là. Mais je voudrais aussi rappeler que dans le schéma du PDCI, il n'a jamais été question pour nous de penser que nous ne serons pas au deuxième tour. Donc notre schéma, c'était Bédié Ouattara ou Bédié Gbagbo. Et dans le premier cas, Bédié Ouattara, on aurait eu certainement le LMP voté forcément pour Bédié. Et puis dans le deuxième cas, Bédié Gbagbo, on aurait eu donc tout le RDR qui serait reversé complètement sur Bédié. Donc pour nous, c'était ça le schéma. Mais malheureusement pour nous, nous avons été donc sortis au premier tour, nous sommes été au deuxième tour. Donc voilà un peu ce qui explique la débâcle. Et maintenant, le fait de demander que le président Bédié ait demandé qu'on vote pour les RDR dans le cadre du RHDP, naturellement, même si cela s'est fait un peu contre notre gré. Moi, j'ai une question. J'imagine que cela intéresse aussi la plupart des téléspectateurs ivoiriens qui nous regardent. Là, on observe aujourd'hui que le PDC-RDA n'existe pas. Donner des élus à ce parti-là. Bon, il faut remonter plus loin. Vous savez, c'est un peu, qui va expliquer plus loin tout à l'heure, pourquoi moi-même j'ai dû partir. Vous savez, quand la politique, aujourd'hui tout le monde l'a fait, tout le monde la suit, tout le monde la vit. Nos populations, qui en majorité sont analphabètes, savent aujourd'hui que la parole qu'on dit, cette parole, elle doit être une parole, on doit pouvoir avoir la force de ce qu'on dit. Il faut respecter sa parole. Et dès l'instant où notre président c'est lui d'ailleurs qui nous dit que nous vient de nous dire que M. Alassane Ouattara n'était pas ivoirien, et qu'il a même lancé un mandat d'arrêt contre lui. Donc depuis toujours, nos militants n'ont jamais accepté notre arrimage à ce parti, le RDR, dans la structure RHDP. Ils n'ont jamais accepté, dès le départ. Donc on avait un problème dès le départ. Et ceci explique d'ailleurs que nous avons perdu au premier tour. Donc, cela peut également expliquer le faible taux de participation. Mais évidemment, puisqu'il y avait donc comme ces militants se sont retrouvés un peu perdus, un peu comme moi, perdus. Ils ne savaient pas à quoi s'accrocher, ils ne savaient pas ce que faire. Donc ils ont peut-être voulu s'abstenir
plutôt que d'aller voter. Et moi-même, je suis souvent intervenu pour dire, allez voter, parce que ce que vous allez avoir comme résultat, si vous ne le faites pas, ça n'a aucun impact sur le vote. Il faut le faire. Si vous ne voulez pas, Talassane, parce que vous ne voulez pas le faire, allez voter, ne restez pas à la maison, allez voter contre, pour que au moins la victoire soit donnée au président Gbagbo. Parce que je pense que cette manière de prendre un virage à 180 degrés a été à la base, n'est-ce pas, de notre défaite, et aussi à la base de ce qu'on remarque aussi au niveau du PDCI, où il y a comme une déperdition de nos militants véritablement aujourd'hui. Le président Bédié a soutenu le candidat du RDR au deuxième tour qui avait promis le poste de Premier ministre au PDC-RDA. Les faits sont que dans le gouvernement annoncé par le candidat du Rassemblement des Républicains, c'est le Premier ministre Guillaume Soro qui a été reconduit. Qu'en pense l'élu du PDC-RDA que vous êtes? L'élu que je suis pas surpris. Moi, je ne suis pas surpris véritablement. Parce que j'ai parlé d'alliance de dupes, j'ai parlé de structures hybrides. Et je dis que je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que quand vous allez à une alliance, vous devez avoir la même vue, ou la même opinion, ou la même façon de penser. Et dans ce cas d'espèce-là, c'est comme si on disait, assois-toi que je grimpe sur ton dos pour prendre ce fauteuil. Finalement, aujourd'hui, on se rend bien compte que la parole qui avait été dite n'a pas été respectée. Et que nous-mêmes qui avons demandé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en demandant, en disant lui, à Sambatra, quand il dit le Premier ministre sera PDCI, c'est quelque chose, ça a été un peu le slogan de toute la campagne du deuxième tour. Voilà, c'était un peu un slogan qui finalement n'était pas quelque chose qui pouvait être pris avec les pincettes. La preuve est là, c'est que même si ce qui se passe, nous pensons que ça ne peut pas prospérer, mais au moins la parole donnée devait être respectée. Et c'est cela que le PDC pense que nous avons été floués. Et ceci peut expliquer d'ailleurs le départ de notre président du Golf Hotel. Alors, honorable député, quel est l'état d'esprit actuel des militants du PDC-RDA, en particulier celui du président de ce parti, Aimé Henri Konan Bédié? Concernant les militants du PDC-RDA, je peux dire sans embâche que nous sommes désabusés. Parce que simplement nous ne reconnaissons plus notre parti. Parce que nous pensons que le PDC-RDA, qui est un parti avant-gardiste, et avec des idéaux qui ont rencontré l'assentiment de la majorité des Ivoiriens. Parce que n'oubliez pas que c'était le parti unique de fait. Donc ces idéaux sont, n'est-ce pas, la tolérance, la fraternité, la solidarité et surtout la paix. Nous ne sommes pas un parti heurté. Et dans ce que nous constatons, en tant que militants, nous voyons que la brutalité, à la limite de la sauvagerie que nous avons constaté après ce deuxième tour-là, nous colle un peu à la peau. Le PDC est égratigné, le PDC est balafré. Aujourd'hui, nous pensons, en tant que militants, et notre président avec, parce que nous pensons que, de mon point de vue, je pense peut-être que le président s'est trompé de bonne foi. Il n'y a pas très longtemps, moi-même j'ai tenté de l'avoir par le biais de son protocole pour lui demander de faire une adresse aux militants pour leur dire qu'il se désengageait de cet arrimage-là, et pour que nous puissions nous retrouver en tant que parti. Parce que nous pensons que le PDC devait garder son originalité, devait garder le PDC originel, qui n'est-ce pas né qui a été créé par Oufo-Boigny et qui a donné un sens à ce que c'est que la fraternité, à ce que c'est que l'amour du prochain. C'est ça. Vous pensez que le PDC-RDA a été manipulé ou bien est manipulé actuellement? Manipulé, oui, je pense que oui. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que nous nous réveillons et que nous restons éveillés. La manipulation, tout le monde la voit, la manipulation. Il faut que nous restons éveillés. Si nous sommes réveillés, il faut que nous restons éveillés. Parce que je vais vous dire une chose. Pour légitimer, le docteur Lantamata, pour légitimer sa présence au Golf Hotel, a demandé, il y a 48 heures en arrière, 24 heures en arrière, pardon, que les députés PDCI, sous convocation du groupe parlementaire, que nous allions là-bas pour aller faire allégeance. Vous étiez un grand nombre? Non, je pense qu'aujourd'hui, avec les décès et tout, nous représentons à peu près une 80aine de députés, et il n'y en avait que 20. Il n'y en avait que 20? Il n'y en avait que 20. Parce que la plupart de mes collègues ont compris que cette affaire n'en est pas une, qu'il est bon que nous puissions nous remettre en cause, faire une introspection en nous-mêmes pour comprendre qu'aujourd'hui, le devoir de chacun de nous, c'est de faire en sorte que ce pays soit sauvé, que cette république soit sauvée.
En tant que seul député RHDP, je pèse bien mes mots, de tout Abidjan, vous êtes aussi fils de Sékou Sanongo, deuxième député de Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Quel est votre sentiment sur l'avenir qui est réservé au PDC-RDA? Merci pour la question. C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection du président Laurent Gbagbo est une aubaine pour le PDC-RDA. Une aubaine parce que ça permet au PDC de se retrouver, de reprendre la chose là où on a laissé. N'oubliez pas que cette élection avait été gagnée par le RHDP. Le PDC serait phagocyté complètement. Et nous, membres du bureau politique, nous ne savons pas dans cette structure ce que nous serons devenus. N'oubliez pas qu'en politique, la rancune est la coriace. Et tout était fait pour que nous puissions disparaître. Nous aurons disparu. Donc nous devons reconnaître à la vérité que l'élection du président Gbagbo est en tant que démocrate, nous pensons que son élection est une aubaine pour le PDCI. Le PDCI aujourd'hui qui peut, si nous voulons, et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions reprendre le parti pour lui donner son originalité. Et je voudrais aussi dire, quand même, un appel. Je pense que nous ne sommes pas à la conclusion. Non, allez-y. Je veux dire un appel pour dire à mes collègues, à tous les Ivoiriens, à nos frères même qui pensent qu'on fait un choix que nous respectons, qu'il faut qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'il n'est pas encore tard, il faut qu'ils reviennent dans la République. Parce qu'on ne va pas se confiner dans un espace aussi réduit et penser à faire ce qu'on fait en pensant. À la limite, moi je pense que ce sont des fantasmes. Il faut qu'ils sortent de là, que nos amis comprennent que tout se joue dans la République, tout se joue avec le président Gbagbo. Ok, ça sera la dernière question, vous pouvez profiter pour faire vos conclusions. Pensez-vous que des élections crédibles soient possibles en Afrique? Oui, je pense qu'il y a des cas, il y a eu des cas, il y a eu des cas de questions. Nous avons le Ghana tout près de nous, nous avons la Guinée qui nous donne un exemple patent il n'y a pas longtemps. Le tout est de respecter les lois, de respecter les lois et les procédures du pays dans lequel on est. Quand on se dit national d'un pays, on doit respecter les lois de ce pays. Et en Afrique en général, c'est malheureux de le dire, mais les élections ont eu été entachées. Pas d'irrégularité. Parce qu'on le dit, moi je me mets dans la position du gagnant qui a été correct. Mais en Afrique, on a toujours refusé les résultats. Donc en Afrique, on ne peut pas parler d'une manière générale de crédibilité d'élection. Nous souhaitons que ceux aujourd'hui qui se plaignent ou alors qui se sont autoproclamés, nous souhaitons que ces personnes fassent une introspection et qu'elles comprennent que la victoire, elle a été acquise déjà. Et qu'il y a un président de la République qui est en train dont le gouvernement fonctionne aujourd'hui et que ces personnes retrouvent la République pour qu'ensemble, nous puissions aller vers le développement, qui est en fait la chose la plus importante aujourd'hui pour nous. La date de 1993, ça vous dit quelque chose? Oui, 1993, je pense que c'était un peu un coup d'État institutionnel. Quand le Premier ministre... et d'ailleurs, le Premier ministre, ce n'était pas dans la Constitution à cette époque-là. Ça avait été fait, c'est la Constitution 2000 qu'on a dû introduire. Mais on refuse de reconnaître que l'article 11 existait. On a refusé, on a voulu donc prendre ce pouvoir. Je pense, si j'ai bonne souvenance, c'est le président Laurent Gbagbo, alors ministre d'État, qui a dit non, l'article 11 doit jouer. Parce que le défunt conditionnel, comme on l'appelait à l'époque, c'était le président Bédié. C'était donc un coup d'État. Donc depuis 1993, nous assistons à ce qu'on appelle en anglais un remake. C'est-à-dire que c'est recul, c'est cyclique. On force un peu sur la Constitution, sur les lois? Non, en fait, force sur les lois, non, on ne respecte même pas les lois. Parce que 1993, c'est déjà le déclic. Le déclic du non-respect des lois déjà. Donc ce qui se passe maintenant, c'est peut-être pas étonnant. Pas étonnant, c'est la suite logique, c'est sa suite logique. Nous recevons le député de Treichville, puis le député PDC-RDA, le député Ibrahim Sanongo, pour parler de taux de participation. Mais vous avez bien remarqué, on a parlé aussi de sa famille politique, l'état d'esprit des militaires en général. Merci bien, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Perdu pour lui. Dans la mesure où ces variations ont un taux de 10% par rapport
au taux annoncé par le Conseil constitutionnel, par rapport au taux annoncé par le président, l'ex-président de la Commission électorale indépendante, on a donc 10%, qui représente, comme vous l'avez dit, 600 000 voix qu'on a essayé de diluer par des votes multiples. Donc cette faiblesse, c'est plus simplement par le fait que nous savons que cette élection se jouait forcément à Abidjan. Abidjan étant la région où le président Gbagbo a gagné près de 900 000 voix. Abidjan représente 30% du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Et parmi ces 30%, on a à peu près 17 à 18% de primo-votants, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 20 ans. Donc, cette élection a été gagnée d'ici à Abidjan déjà par le président Gbagbo. Je ne parle même pas des autres régions. Donc, le RHDP et son candidat, fébrile, ayant peur de cette défaite-là, ont pensé qu'il fallait donc faire en sorte que ces chiffres qui sortent puissent partir donc à l'étranger et faire en sorte de se déclarer vainqueur avec un taux factice. Mais toujours est-il que le taux que nous devons peut-être retenir, c'est le taux qui a été donné par le Conseil constitutionnel, qui est de 70%. Mais le taux donné par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui, selon vous, justifie la légitimité de ce taux? Mais c'est simple, nous avons notre constitution fait note quelque part que nos institutions fonctionnent. Hein? Et vous savez que qu'on appelle ça, la commission